Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pas très rigolo à partir des déclarations de monsieur Gérard Chevrier. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui a fait plusieurs entretiens au sujet de la guerre. Lui, il est sûr qu'il va y avoir une guerre nucléaire. Et c'est très intéressant quand même ce qu'il dit, parce que pour lui, s'il y avait quelque chose, ça se passerait en février. Alors il donne toutes les raisons pour lesquelles il pense que ça se passerait en février. Et je vais vous mettre des extraits d'un de ces entretiens et je vous mettrai le lien parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'en France, on n'est absolument pas du tout informé ni préparé à aucune éventualité de ce genre de la part de notre gouvernement, alors qu'il y a plein de pays où ça fait partie de l'entraînement citoyen d'informer les gens et de leur dire comment réagir en cas de radiation nucléaire, etc. Voilà, les premiers trucs pour se protéger. Enfin, nous, on ne sait rien du tout. On n'a aucune info, c'est un truc de dingue. Alors qu'il y a des pays où il n'y a aucune menace, mais par exemple, on va leur distribuer des pastilles d'iode, des trucs comme ça. Alors moi, je vous ai déjà donné mon avis par rapport à un conflit armé directement sur le sol français. Mais bon, quand on écoute ce monsieur, pour lui, il y a aucune autre alternative. Il est sûr que ça va se passer soit cette année, soit l'année prochaine. Donc je vous mets des extraits et je vous fais le tirage de cartes sur ces déclarations. Actuellement, en Ukraine, le conflit est conventionnel tant que les Russes ont le dessus, tant qu'ils avancent comme ils veulent, avec la progression qui est la leur, ils n'ont aucune raison d'avoir recours aux armes nucléaires. Par contre, si il y avait une implication des armées européennes, des armées américaines, là, automatiquement, Vladimir Poutine n'aurait pas d'autre choix que d'avoir recours au nucléaire, puisque, si vous voulez, je l'ai expliqué dans mon livre, sur le plan conventionnel, l'armée américaine est très supérieure à l'armée russe, sans aucun doute, en nombre et en quantité de matériel. Sur le plan nucléaire, les Russes ont une supériorité énorme qui leur est conférée par les progrès qu'ils ont faits en matière de missiles. Cette guerre sera une guerre de missiles. La guerre nucléaire sera une guerre de vitesse. Et donc, vous savez, il y a des gens qui se posent la question, la doctrine. Est-ce que la doctrine russe par rapport à la... Mais tout ça, c'est complètement dépassé. On avait en France un homme politique qui était très connu, que vous avez peut-être connu, qui s'appelait Charles Pasqua. Et Charles Pasqua avait l'habitude de dire « Les promesses électorales n'engagent que ceux qui veulent les croire ». Donc, la doctrine, c'est pareil. Si vous voulez, quand les états-majors prendront la décision, d'un côté ou de l'autre, de faire la guerre nucléaire, ils ne vont pas informer l'adversaire. Ça va être par surprise et ça va... Tout est en place pour que ça se déroule à tout moment. Mais comme je l'expliquais dans le livre, il y a en fait, si la guerre nucléaire est à l'initiative des Russes, elle se déroulera en hiver. Il y a 3 raisons à cela, et principalement au mois de février. Donc pour moi, il y a 2 périodes qui sont des périodes de danger réel. Février 2025, on est tout proche, et février 2026. Pourquoi ? 3 raisons à cela. La première, c'est que si on déclenchait une guerre nucléaire en été,
les feux de forêt auraient des conséquences plus importantes encore que les explosions nucléaires elles-mêmes. La Russie, c'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés, mais c'est surtout 7 millions de kilomètres carrés de forêt. En été, les explosions nucléaires déclencheront des feux de forêt qu'on ne pourra plus arrêter, qui vont se propager dans toute l'Europe. Et forcément, comme il y aura des explosions aux États-Unis, il y aura des feux de forêt aux États-Unis qui se propageront dans tout le Canada. Donc tout l'hémisphère nord sera confronté avec probablement 1 ou 2 saisons d'hiver nucléaire. Si la guerre est déclenchée en février, les feux de forêt s'éteindront d'eux-mêmes. S'éteindront au bout de 3 ou 4 jours parce que il fait froid et les arbres sont humides. Donc, il va y avoir sous l'effet de chaleur 2 ou 3 kilomètres carrés qui brûlent et qui s'éteignent après 3 ou 4 jours, vous voyez. Donc là, c'est ça qui est important. Et les Russes savent tout ça. Et donc, ils ne vont pas, s'ils ont cette possibilité de choisir, ils choisiront le mois de février. Ça, je vous ai cité la première raison. La deuxième raison, c'est que la Russie, c'est un très grand territoire qui est au nord, bordé par l'océan Arctique. Or, au mois de février, et tout particulièrement à la fin du mois de février, l'océan Arctique est recouvert d'une couche de glace qui fait entre 2,50 m et 3 mètres d'épaisseur. Il n'y a plus de bateaux américains, anglais, français qui sont au large des côtes russes, au large de Saint-Pétersbourg, au large de trucs, à partir de la fin du mois de novembre. Les sous-marins peuvent naviguer sous la glace en février, mais ne peuvent plus éjecter leurs missiles nucléaires. Parce que la Russie, elle est comme les États-Unis, quand elle est bordée par une mer, elle est vulnérable par les sous-marins qui peuvent s'approcher à 25 km des côtes. Et c'est crucial, c'est le temps. C'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine ne veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, parce que ce seraient des installations de missiles tout près de la frontière russe et à seulement 2 minutes de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Donc là, il deviendrait impossible de défendre le territoire et donc il serait vulnérable. Donc c'est la distance qui égale temps qui fait que si on a 1000 km ou 3000 km, on a le temps de faire intervenir des missiles antimissiles, des stations S-400, S-500. On n'a pas le temps lorsqu'ils sont tout près. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le deuxième point, c'est la couverture de glace au mois de février. Et ça, forcément, si moi je le sais, les Russes le savent encore mieux que moi. Ils savent très bien que, si vous voulez, l'épaisseur de couche de glace comme ça veut dire qu'un sous-marin qui voudrait émerger doit émettre une poussée de 30 000 tonnes pour sortir. Et même s'il arrivait à briser la glace, il y aurait des blocs de glace qui pourraient faire 50 ou 100 tonnes et donc dévier le missile. Ils ne prendront pas le risque. Donc, au mois de février, les Russes sont protégés. Et donc, comme ce sera une question de vitesse, eh bien, si j'étais à la place des stratèges russes, je dirais, voilà, c'est là, on a une fenêtre de tir, comme on parle, si vous voulez, en langage militaire, une fenêtre de tir qui est du 15 février au 28 février ou au 15 mars, pas plus. Vous voyez. Mais ça, c'est dans le cas, comme vous dites, si c'est la Russie à l'initiative du début de ce conflit. Au contraire, si ce sont les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Alors, les États-Unis, ils vont évidemment, ils pourraient choisir une autre période, plutôt en automne ou peut-être au printemps, d'ailleurs peut-être en début d'été, parce qu'à ce moment-là, les choses seraient plus favorables pour eux. Mais en réalité, on va être dans une situation d'escalade. Alors, on en était, si vous voulez, à la deuxième raison. La troisième raison, c'est que actuellement, les Russes ont une avance technologique énorme par rapport aux États-Unis, avec des missiles moi je situe leur avance à peu près sur 7 ans. Ils ont, sur ce que nous savons, ils ont environ, on ne connaît pas tout, on n'est pas dans le secret
des laboratoires de recherche, etc. Mais ils ont, par rapport à l'armée américaine, une avance d'environ 7 ans dans le domaine des missiles. Or, la guerre nucléaire, à mon avis, ne durera qu'1 heure. Vous voyez ? Et donc, par contre, des gens mourront dans les semaines qui suivront cette guerre à cause des retombées radioactives. Mais elle ne durera moins d'1 heure entre le départ du premier missile et l'explosion du dernier. Oui, ça va être une question de vitesse. Et c'est alors, ce que je vous disais, c'est qu'actuellement, l'armée russe est vraiment en avance sur le plan technologique par rapport aux Américains. Les Russes le savent. Et donc, ils savent aussi que dans 3 ou 4 ans, les Américains vont peut-être les dépasser par des recherches qui sont faites actuellement et dont on ne connaît rien. Et donc, ils auront, à mon sens, une décision à prendre, peut-être en février 2026, de dire, si maintenant on n'attaque pas, eh bien, on ne sera plus en mesure de gagner la guerre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens n'imaginent pas. Ils pensent que la guerre nucléaire, c'est la fin du monde et que tout est fini. C'est absolument faux. C'est absolument faux. J'explique dans les vidéos que je fais qu'il y a eu, depuis 1945, 2400 explosions nucléaires sur la Terre. Vous voyez ? Donc, beaucoup plus qu'il y en aura dans la guerre qu'il y aura entre la Russie et les États-Unis. Donc, on n'a pas connu la fin du monde, on n'a pas connu d'hiver nucléaire, et donc, la seule différence, c'est qu'on a fait exploser des bombes nucléaires réellement, parce que ça nous est présenté comme des essais. Non, ce sont de vraies explosions qui nous permettent de tout mesurer, de mesurer la température, de mesurer l'effet de souffle, l'effet de rayonnement, la radioactivité, le rayonnement gamma, tout ça, chaque essai est fait pour nous apporter des informations. Donc, la deuxième situation, c'est le conflit au Moyen-Orient. Le conflit entre, si vous voulez, Israël et puis les Palestiniens, et surtout, ce qui est depuis très longtemps, c'est la programmation d'une attaque sur l'Iran. Alors, vous le savez peut-être que demain, le 17 janvier, un accord va être signé entre l'Iran et la Russie, un accord de défense réciproque qui va être très important. Cet accord fait basculer le rapport de force au Proche-Orient. Jusqu'à présent, Israël avait le soutien inconditionnel des États-Unis, de par les PAC, et là, maintenant, si vous voulez, cette signature de défense réciproque fait que l'Iran, si elle est attaquée par les États-Unis, la Russie interviendra directement pour défendre le territoire iranien. Je vais coller l'extrait là maintenant avant de faire le tirage. Et donc par rapport à sa déclaration de quelque chose qui se passerait là ce mois de février, donc lui il parle entre le 15 février je crois et le 15 mars, quelque chose comme ça. Je sais plus s'il dit 15 février, 28 février ou 15 février, 15 mars. Si ce sont les Russes qui lancent les premières hostilités, c'est-à-dire ce serait détruire les bases américaines qui sont en Europe. Alors on va dire, bon, alors est-ce qu'on va échapper à aux projections qu'annonce Gérard Chevrier? Est-ce qu'on va échapper aux projections? Mais c'est vrai que c'est chaud quand même, hein, parce que là, je savais pas, mais il y a l'Iran qui a, comment dire,
qu'il y a un accord avec les Russes, un accord de défense au cas où l'Iran serait attaqué, c'est les Russes direct, ils réagissent quoi. Et on sait, en ce moment, c'est hyper chaud dans ce coin avec bon. Faut espérer que Trump ne soit pas belliqueux. Mais comme a dit aussi ce monsieur Chevrier, il y a l'EPAC qui est l'accord de défense d'Israël, des États-Unis quoi. Donc ça peut venir aussi de là, le bazar. Bon, jusqu'à présent, quand même, les déclarations de Trump, c'était plutôt vers la paix, quoi. Mais bon, faut se méfier quand même. Parce qu'il est quand même, pour le troisième temple, etc., il est hyper impliqué dans tous les trucs d'Israël. Donc, s'il y a quelque chose... avec l'Iran, ça va être vraiment chaud. Bon, allez. Donc, est-ce que les déclarations de ce monsieur Chevrier par rapport à un conflit armé, on va dire cette année-là, en février, sur notre sol français, donc est-ce qu'on va échapper à ce qu'il annonce ? Il faut pas oublier Gézara Nézara aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place à l'aube vraiment in extremis d'un conflit armé hyper grave. Et alors, Nézara Gézara, je vous ai fait un tirage il y a quelques jours, là, mais je suis en train de le monter et de le nettoyer parce que il y a plein de donc des bafouillages et tout, c'est insupportable à écouter et ça prend hyper longtemps d'enlever tous ces trucs là quoi. Alors les cartes, dites-moi, qu'est-ce que le tarot pense des projections de Gérard Chevrier par rapport à un conflit armé en France en février 2025. Ouais, ben je mets celle-là, là, elle était là. Tac, celle-ci. La force. L'ermite, l'empereur et le jugement. Le jugement à l'envers. Ah, c'est intéressant ça. C'est un autre tirage que je vous ai fait qui n'est pas encore... que j'ai pas monté, mais alors celui-là c'est parce qu'il y a les chats qui sautent sur la table et tout. Et par rapport à Macron... Et il y a ça qui vient et c'est intéressant. C'est intéressant de lier tous les tirages ensemble parce qu'il y a vraiment des cartes qui reviennent quoi. Et ça donne du sens à des tirages antécédents quoi. Alors la force, là, on voit que ouais, on est dans une situation très tendue avec des rapports de force voilà, très tendus de tous les côtés. Donc, ouais, cette carte, ça ne m'étonne pas qu'elle soit en haut, là. Je réfléchis un peu, parce que... donc, faut pas oublier que Macron aussi, lui, il a envie d'aller faire la guerre, hein, et ça lui permettrait de rester en place. Alors Macron, je pense qu'il est là, hein, du côté négatif. Quoi qu'il pourrait être à l'envers, Macron, si c'était lui. Mais ça nous dit quand même qu'il y a des personnes très haut placées, des dirigeants de pays qui
c'est du côté négatif, donc ça joue contre la paix, quoi. Hein, d'avoir ça là, ça dit que vraiment, il y a le risque, il est là. Là, on a l'ermite à l'envers. Et du côté positif. Alors là, avec l'ermite à l'envers, alors comment on pourrait le voir? L'ermite, ça va être une situation qui traîne, qui dure, quelque chose qui perd beaucoup de force, qui... Voilà, là on a une vieille personne très diminuée, hein, il est à l'envers, donc voilà, les caractéristiques négatives de cette carte, elles sont encore plus présentes. Il sait pas trop où il va avec sa lumière là qui n'éclaire pas bien sa route. Et donc c'est un peu perdu, quelque chose qui traîne, qui est isolé. Alors est-ce que on pourrait penser c'est la position de la France? Parce que il y a une histoire de rejet un petit peu, hein. L'ermite là il est tout seul et on sait que Macron il est quand même vachement isolé sur la scène internationale, hein. Il n'y a personne qui vraiment suit qui le suit, hein. Il est plutôt moqué, etc., hein. Donc peut-être le fait qu'il soit considéré comme ça, ben en fait ça nous sauve, parce que s'il est considéré comme un rigolo dangereux, pas pris au sérieux, qui prend les mauvaises décisions, parce que là on a quelqu'un qui a les mauvais remèdes, etc., qui fait tout de travers. Donc ça peut en fait jouer pour nous, quoi, parce que le mec est tellement azimuté. Mais bon, le monde est tellement fou en ce moment que c'est peut-être pas peut-être que ça change rien, ou peut-être qu'au contraire, justement, plus ils sont tarés, plus ils ont une place dans le cirque, le théâtre actuel du monde. Bon, là, on a le jugement à l'envers. Donc là, il y a quelque chose qui est annoncé. Normalement, c'est plutôt... la carte du jugement, ce serait plutôt une annonce de paix ou d'un... Voilà, parce que avec cette carte, on laisse des choses derrière. C'est une nouvelle naissance, c'est comment dire, une libération, etc. Donc, mais elle est à l'envers. Alors ça pourrait être quelque chose de j'allais dire de tordu, ou de biaisé, ou de juste retardé, parce que le fait que ce soit à l'envers, ça peut être retardé, parce qu'à la base c'est pas une mauvaise carte, hein. Mais c'est pas un jeu qui nous dit qu'on va rentrer en guerre, hein. Enfin, j'ai pas l'impression, hein. Ça c'est aussi la faiblesse, hein. Donc la faiblesse, là on voit qu'il y a un rapport de force, et là il n'y a plus de force. Moi j'aurais plutôt tendance à croire que c'est le contraire de la guerre qui est annoncée là. Surtout avec ce drapeau qui fait penser au drapeau de la Suisse. Du coup, la neutralité. Alors pour la lame synthèse, si j'additionne 11, 4, 20 et 9, ça nous donne 44.
Et 44, ça fait 8. Et 8, c'est la justice. Donc la justice, on a une idée de décision, de quelque chose qui est pris. La justice, il y a des pendules qui sont remises à l'heure, il y a quelque chose, un équilibre qui est rétabli, ou du moins une décision, enfin quelque chose, une décision qui est prise pour rétablir un équilibre. C'est pas forcément une décision qui vient d'un gouvernement, ça peut être aussi le peuple, ça peut être un mouvement. Bon, par rapport à la question, c'est possible qu'il y ait une annonce ou quelque chose quand même, mais je vois plutôt quelque chose en rapport avec la paix qu'en rapport avec la guerre. En plus, la façon dont il en parle, la façon dont il dit que ça va venir, ça n'a rien à voir avec un jeu de cartes comme ça. On aurait plutôt eu le chariot, le diable, quelque chose ou la maison Dieu, enfin quelque chose de brusque, de soudain, alors que là, on n'a pas quelque chose comme ça, quoi. Moi, je vois plutôt de la diplomatie, des négociations, quelque chose comme ça avec ce jeu-là. Alors, je peux peut-être rajouter des lames mineures par-dessus pour voir si ça nous donne des indications supplémentaires. Parce que justement, par rapport à des conflits ou quelque chose de diplomatie ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant. Et ça fera plaisir à notre ami Daniel, le cartomancien, qui me dit des fois que c'est vrai, j'utilise pas souvent les lames mineures. Des fois ça embrouille, enfin ça dépend des tirages en fait. Et puis il y en a beaucoup. Dès qu'il y a beaucoup de cartes, c'est pas facile à manipuler. Là aussi, je vais faire avec les, comment dire, à l'envers et à l'endroit. C'est pas évident à mélanger. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier à l'envers. Ça c'est le bâton, 10 de bâton. Alors c'est à l'envers ou à l'endroit? C'est à l'envers je crois. Le denier 8. Ça c'est à l'envers ou à l'endroit? J'ai mis un point normalement. Là il n'y a pas d'envers, pas d'endroit. Là j'ai mis un petit point parce que chaque fois, mais je sais plus si le point il veut dire c'est en haut ou en bas que. Là on a le bâton encore.
Alors, avec ces lames mineures par-dessus, ça nous indique pas du tout quelque chose de guerrier, hein. Euh, le cavalier de denier qui est à l'envers, là, déjà, bon, généralement, un cavalier, il avance, il vient apporter quelque chose. Là, comment dire, assez passif, hein. Par contre, il y a une particularité, le cavalier de denier, c'est qu'il peut apporter la paix dans une situation. Donc ça, c'est intéressant. Donc quand je parlais de diplomatie ou de quelque chose comme ça, d'arrangement, de discussion, ça peut être ça. En tout cas, il avance pas pour faire la guerre, hein. On a le 8 de denier, qui est aussi une carte qui a pas mal de réserves. C'est une carte de prudence, c'est pas une carte qui s'aventure pour faire des choses extravagantes, hein. C'est plutôt la sécurité, etc. Oui, c'est une carte assez calme, enfin voilà, c'est assez passif aussi. Donc déjà qu'on a l'ermite dessous, donc là c'est bon, ouais, ça s'aventure pas quoi. Je sais pas, ça me fait plutôt penser à une stagnation un peu ça. La seule carte qui serait méchante en fait là-dedans, c'est le 10 de bâton qu'on a là-bas, qui est sur l'empereur, du côté négatif. Donc le 10 de bâton, ça va être l'oppression, la tyrannie. Voilà, ça va être une autorité exprimée brutalement, etc. Mais bon, il est à l'envers, donc si j'en crois les petits points que j'ai mis, si le petit point qui est en haut, ça veut dire que c'est à l'envers, je sais plus, il faudrait que je regarde sur une illustration dans quel sens elle est, sur le petit livret, il faudrait que je regarde. Parce que si elle est à l'envers, justement, ça amoindrit en fait le côté agressif et tyrannique de cette carte. Ah, puis il y a un truc intéressant avec les bâtons aussi, c'est que ils sont en rapport avec l'étranger. Donc il peut y avoir un déplacement ou quelque chose comme ça. Ou un déplacement qui peut être annulé vu que s'il est à l'envers. Les deux sont en rapport avec l'étranger. Le 10 et le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte relativement forte et en fait c'est une carte très positive qui est en rapport avec l'étranger, avec des déplacements. Donc il y a effectivement un rapport avec des pays étrangers, des déplacements, une communication avec l'étranger dans ces cartes-là. Normalement, avec le 9 et le 10 de bâton, s'ils sont ensemble, ça annonce plutôt quelque chose de bien. Bon, après, ils sont pas ensemble, ils sont par rapport à la convention du tirage, il vient un obstacle le 10, donc je pense pas qu'on puisse les lire comme ça, mais voilà, il n'y a pas, pour moi, dans ce tirage-là, il n'y a pas d'annonce de guerre ou voilà, ça ne valide pas comme quelque chose qui va se passer, les annonces de Monsieur Chevrier. Bon, et ben dans mon petit livret, il n'y a pas les dessins des cartes, donc je ne sais pas si c'est à l'endroit à l'envers. J'ai fait les petits points juste après l'avoir acheté, je me souviens, tant qu'ils étaient encore mis dans le truc. Donc, à mon avis, les points, ils sont en bas.
Donc ces cartes-là sont à l'envers. Et alors, qu'est-ce que j'étais en train de regarder là? C'est intéressant, le 9, là le 9 de bâton, il dit médiation. Non, ça dit ténacité, maturité, solidité, médiation, discipline. Donc, quand je parlais de diplomatie ou de médiation, je pense que c'est plutôt ça qui va se passer. Voilà les amis, je vais vous laisser avec ce tirage. N'hésitez pas à me donner votre avis, rajouter vos interprétations ou vos réflexions, ce que vous avez envie de partager sur ce sujet. N'hésitez pas aussi à mettre les pouces, vous abonner si jamais vous avez été désabonné, ou partager, c'est sympa aussi de partager les vidéos parce que ça remplace l'algorithme de YouTube qui ne les partage pas, et du coup ça m'aide pour faire connaître la chaîne. Ceux qui souhaitent un tirage, vous pouvez m'écrire à coquelicot75@gmail.com, et vous avez dans le descriptif de la vidéo tous les renseignements. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très vite pour les autres tirages. Il y en a plusieurs qui sont dans le four, qui sont presque cuits. J'ai plus qu'à les... comme je vous disais, à les monter. D'ailleurs, celui-ci, je vais m'y atteler tout de suite. Et c'est juste un peu de taf, c'est un peu long. Donc... voilà, il faut s'y mettre, et c'est pas forcément du taf agréable à faire de monter les vidéos. Bon, à très vite les amis, à bientôt, ciao.